bienvenue sur Humain, mode d'emploi. Dans ce podcast, je réfléchis à comment répondre à certains défis de la société en utilisant les connaissances qu'on a sur nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas créer une société saine sur un peuple malade, je crois que remettre un peu d'humanité au cœur de notre système ne ferait pas de mal et surtout nous permettrait d'évoluer vers une société bien plus belle et prospère. Moi, c'est Laetitia Girard et dans ces épisodes, je vous invite à partager mes réflexions, mes idées et mes points de vue. Bonne écoute! La drogue est un véritable fléau de notre société qui déchaîne les passions et fait couler beaucoup d'encre. Faut-il la légaliser, au moins le cannabis? Faut-il la réprimer plus durement? Est-ce qu'il est plus efficace d'inculper les consommateurs ou le distributeur? Ces questions semblent sans réponse et depuis quelques années, les politiques se déchaînent sur le sujet. La légalisation, c'est quoi? C'est s'attaquer au trafic qui fait plus de 20 morts à Marseille depuis le début de l'année, qui aujourd'hui mine un certain nombre de territoires. Et je ne l'ai pas voulu, cette contraventionnalisation. Parce qu'avec la contravention, on ne peut plus faire la garde à vue. Et avec la garde à vue, on peut trouver le revendeur, le dealer. Le fait qu'on interdise empêche qu'on ait une vraie politique d'accompagnement de ces personnes, d'accompagnement aussi de la question des addictions d'une manière générale. La pénalisation est nécessaire. Le fait que ce soit interdit, ça crée des problèmes de délinquance et ça crée des problèmes économiques. En même temps, j'entends les préoccupations de santé publique qui sont émises par ailleurs. Il n'y a que comme ça qu'on peut contrôler à la fois les importations, donc casser avec le narcotrafic international, et ensuite au niveau national, casser avec le crime qui s'organise autour de ces ventes. Chacun y va sur son argumentaire, ça conduit à la violence, c'est dangereux, mais aussi des familles entières en vivent, chaque descente de policiers dans un quartier empire les conditions de vie des habitants. Tous les arguments semblent valables, et finalement, on ne vient jamais à bout du problème. Alors je me suis demandé, quelle serait la meilleure solution pour venir à bout de ces trafics qui engendrent violence, dépendance et mort? Pour tous les produits de consommation, on sait que le client fait la loi. C'est lui qui décide s'il l'achète et ceux qui l'achètent. Ça vaut pour les vêtements, la nourriture, les appareils électroniques, les voitures, bref, tout ce qui est consommable. En partant de ce principe, on pourrait donc se demander si la meilleure façon de venir à bout de la consommation de drogue, ce serait pas tout simplement qu'il n'y ait plus de clients, plutôt que de chercher absolument à ce qu'il n'y ait plus de vendeurs. Car légal ou pas, un produit trouve toujours son chemin vers son consommateur. Et les réseaux de drogue, comme tous les réseaux de marché illégaux, se réorganisent et se réadaptent sans cesse aux évolutions des lois et de la société, ce qui les rend particulièrement difficiles à éliminer. Bon, alors pour ce qui est de l'organisation, ils sont beaucoup plus flexibles et efficaces que nos administrations, ça c'est indéniable. Qu'est-ce qui provoque une addiction? Après tout, on a tous accès à des substances addictives, même légales. L'alcool, le sucre, le tabac, ce qui fait pas forcément de nous des accros à quoi que ce soit. Avant de comprendre comment fonctionne une addiction, je voudrais vous raconter comment sont nés les réseaux de drogue. Et pourquoi ça semble tout simplement impossible de lutter contre eux de la manière forte par la répression, comme on a l'habitude de le faire. Bon, l'histoire est assez longue, mais je vais quand même m'efforcer de vous en faire un résumé. Tout commence au début du XIXe siècle. L'Angleterre est en pleine course à la colonisation. Son but? Conquérir de nouveaux territoires et de nouvelles ressources, du coton, du thé, du poivre et j'en passe. En Inde, elle met la main sur une nouvelle culture qui va changer la face du monde. Une culture dont la population locale utilisait la sève des plantes comme pommade antidouleur. Le pavot. Les Anglais intensifient la production de sa nouvelle plante et espèrent bien la commercialiser. Parce que l'autre objectif des Anglais, en parallèle de la colonisation, c'est de développer le libre-échange et le commerce entre les pays. Le pavot, qu'on connaît souvent sous forme de graines à mettre dans les salades ou sur le pain, c'est aussi une plante qui sert de matière première à une autre substance bien moins inoffensive, l'opium. À cette époque,
La Chine est la plus grande puissance mondiale. Elle vend ses produits chers, mais n'achète rien en retour. Elle est autosuffisante. Ce qui énerve passablement les Anglais qui ont colonisé l'Inde et n'espèrent qu'une chose, pouvoir vendre ses produits à la Chine. L'Empire chinois est autosuffisant, certes, mais aussi très renfermé sur lui-même. L'élite chinoise tente de se divertir comme elle peut en fumant la pipe pour s'évader. Tout type de substance est bon à fumer, les épices en particulier, mais aussi un peu d'opium. L'Empire chinois, lui, voit d'un très mauvais œil cette activité récréative. Il décide d'interdire cette substance aux tendances addictives. Erreur. Les Anglais qui avaient flairé là une très bonne opportunité de faire de l'argent ne sont pas du tout prêts à passer à côté de cette manne financière. La consommation d'opium est interdite ? Très bien. Ils vont en tirer encore plus de profit. Parce que ce qui est interdit est toujours plus tentant, moins régulé, et donc plus cher. Des bateaux entiers d'opium sont transportés en Chine, où ils sont vendus aux ennemis de l'Empire. Les triades, de puissantes sociétés secrètes qui ne rêvent que d'une chose, renverser la société au pouvoir. C'est la naissance du trafic de drogue. Un trafic lucratif qui déclenchera quelques années plus tard les guerres de l'opium. Vaincus, les Chinois sont contraints de légaliser l'opium et d'ouvrir leur pays au commerce des Britanniques. Le pays est alors littéralement inondé d'opium, plongeant les habitants dans une addiction dévastatrice qui déchire les familles, tue et ruine le pays. Pour sauver son économie, la Chine se lance à son tour dans la culture du pavot et ouvre ses frontières. Des milliers de Chinois s'expatrient, notamment en Occident, où ils emportent avec eux leurs habitudes de consommation. Une pratique qui va se démocratiser dans le monde entier, et bientôt, l'Occident plonge à son tour dans une addiction de masse. Tout au long du XIXe siècle, alors que l'Europe vit sa révolution industrielle, les campagnes se vident et les villes s'agrandissent. Les nouveaux venus s'entassent dans des nouvelles villes industrielles dans lesquelles les maladies ne tardent pas à s'inviter elles aussi. Les épidémies se répandent, les gens sont malades, souffrent, il faut absolument trouver une solution. Alors les chimistes inventent une nouvelle substance. Une substance capable de réduire, voire de faire disparaître la douleur. La morphine, un dérivé de l'opium. Grâce à la morphine, on peut désormais soigner, mais pas seulement. Lorsque la guerre arrive, les médecins sont désormais capables d'opérer ou même d'amputer. Les malades ne souffrent plus, certes, mais ils deviennent complètement accros. Alors les laboratoires pharmaceutiques inventent une nouvelle substance, capable de supprimer l'addiction aux opiacés sans savoir qu'elle déclenchera une nouvelle catastrophe. Cette substance, c'est la cocaïne. Alors oui, bon, aujourd'hui ça paraît quand même complètement aberrant de soigner une addiction avec une nouvelle drogue, mais à ce moment-là, ça semblait vraiment être une super solution. Même Sigmund Freud, le célèbre psychanalyste, vantait et recommandait son usage. La cocaïne est alors vendue sous toutes les formes. Vaporisateurs, pommades, élixirs, la publicité s'empare de ces nouveaux produits et en envahit la presse. Le cœur de cible ? Les femmes aisées. Leur souffrance ? L'ennui. La cocaïne leur permet d'ajouter un peu d'euphorie à leur vie morne et triste. Bon, là je me suis dit que la prétendue hystérie des femmes venait peut-être simplement du fait qu'à cette époque-là, elles passaient leur vie à se droguer, mais bon, je laisse le bénéfice du doute. En 1898, Bayer lance un nouveau dérivé de l'opium. Cette fois, garanti sans accoutumance. L'héroïne. Il est prescrit comme médicament pour soigner l'asthme et la toux des nourrissons. Alors, petite parenthèse, et vraiment après j'arrête d'interrompre l'histoire, mais quand j'ai lu ça, je me suis dit qu'entre l'héroïne pour les nourrissons, le scandale du sang contaminé par le VIH, l'agent orange pendant la guerre du Vietnam et plus récemment l'affaire du glyphosate, Bayer c'est vraiment une entreprise qui soit adore les scandales et en fait sa pub à base de bad buzz, soit n'a vraiment aucune éthique, soit c'est l'entreprise la plus malchanceuse du monde. Mais je vous laisse juger par vous-même. Revenons donc à nos moutons, ou plutôt à nos pochons.
Bien que la plupart des drogues soient produites comme étant des médicaments, ils sont très addictifs et leur absence de régulation commence à devenir un énorme problème social qu'il devient absolument urgent de contrôler. C'est le début de la chasse à la drogue. Les États-Unis commencent par interdire l'opium, puis encadrent la consommation de drogue en général. Indispensable à la médecine, elle peut toujours être achetée, mais désormais uniquement sous ordonnance. Les milliers, voire millions de consommateurs, démunis, cherchent par tous les moyens une nouvelle source d'approvisionnement pour combler cette sensation nouvelle et très désagréable qu'est le manque. Un énorme marché s'ouvre alors. Un marché noir. Celui de la vente de drogue illégale. Un marché qui viole la loi. Et qui ne peut donc être tenu que par des personnes qui sont déjà hors la loi. Les criminels s'emparent de ce marché colossal pouvant rapporter des millions. Ils apprennent à raffiner l'héroïne. Le pavot, destiné à la médecine américaine, étant cultivé au Mexique, c'est le début du narcotrafic mexicain. Le trafic de drogue commence entre le Mexique et les États-Unis, puis s'étend à l'Europe, dont les grands ports commerciaux deviennent des lieux stratégiques. L'interdiction de la drogue, au lieu d'en empêcher la consommation, aboutit à l'explosion d'un trafic mondial, tenu par des criminels. Les mafias prospèrent, se transforment en bandes organisées, riches, puissantes et dangereuses. Pour Rina, tuer un homme était aussi anodin que d'allumer une cigarette. Quand quelque chose ne tournait pas rond, il disait « on tue ». Personne n'allait contre la volonté de Rina, parce que s'il le faisait, il savait qu'il ne rentrerait pas à la maison pour dîner. En 1971, la drogue est partout. Et Nixon est le premier à lui déclarer sérieusement la guerre. Il déclare la toxicomanie comme étant l'ennemi public numéro 1 de son pays et lance une grande offensive contre ce fléau. Arrestations massives, saisies, peines de prison, tous les moyens sont bons. En France, alors que la drogue devient un véritable enjeu de santé nationale et que nous sommes le premier producteur mondial d'héroïne, Pompidou s'allie à Nixon dans sa lutte contre le trafic. Cette première bataille est un succès. Mais la répression a l'effet inverse de celui escompté. Au milieu des années 70, la consommation de drogue explose partout dans le monde, distribuée par de nouvelles organisations mondialisées qui sont devenues de véritables industries. Dans les années qui vont suivre, chaque tentative de répression va aboutir à la création de nouveaux réseaux, encore mieux organisés, plus intelligents, plus violents et plus dangereux. Plus on lutte contre le mal, plus il se renforce. Plus il devient agile, et moins on peut lutter contre lui. Quand les barons parrains de la drogue sont éliminés, une nouvelle génération les remplace. L'économie de la drogue est devenue colossale, plus importante encore que celle du textile. Elle fait vivre des milliers de familles, des familles qui n'ont rien d'autre et qui sont prêtes à tout pour continuer leur commerce. En Colombie et au Mexique, les cartels font des ravages, ils tuent des milliers de personnes. Plus il y a de l'argent en jeu, plus il y a de corruption, de violence et de mort. La répression de la drogue au Mexique a fait monter le niveau de violence à un niveau inimaginable. Dans l'histoire, il n'y a pas un seul cas, pas un seul, dans laquelle la tentative de répression ou d'éradication de la drogue n'a poussé un groupe armé à la faillite ou l'a suffisamment affaibli pour que le trafic s'arrête. Et en fait, la France est un paradoxe vivant puisqu'on est à la fois extrêmement répressif, donc on est les champions de la répression. Il y a 3500 personnes qui sont incarcérées tous les ans pour du simple fait d'avoir consommé du cannabis, hein, pas dealé, mais consommé. Et face à ça, on est le pays d'Europe où on consomme le plus de cannabis. Alors en 2016, la Colombie essaie une nouvelle approche. Elle signe un accord de paix avec les FARC. S'ils rendent les armes, en échange, toute charge et tout dédommagement contre les crimes et les vols qu'ils ont commis seront abandonnés. Bon, évidemment, cette proposition fait polémique et certaines familles, dont un membre a été tué, n'ont toujours pas digéré cet accord et en veulent au gouvernement. L'accord a été fait de façon à ce que les bourreaux n'aient pas à dédommager leurs victimes pour leurs terres, leurs propriétés, qu'ils n'aient pas à dire la vérité.
Et c'est quelque chose qui m'a profondément fait souffrir. Pour tous les massacres qu'ils ont commis, y compris pour ce qui me concerne, le meurtre de ma sœur. Néanmoins, le changement d'approche a fonctionné. Les FARC ont rendu les armes, la sécurité revient petit à petit dans le pays et le tourisme se développe. Bon, tout n'est pas heureux non plus, n'en déplaise à Edith Piaf, c'est pas parce que les FARC se sont rendus que les coquelicots vont remplacer la drogue dans les champs. Aujourd'hui, la Colombie produit plus de cocaïne qu'elle n'en a jamais produite. Ce qui a changé, c'est que les organisations criminelles gouvernent moins. Les pays occidentaux sont les plus gros consommateurs de drogue et surtout les pays dans lesquels elle est vendue la plus chère. Un marché idéal. Tant que la drogue pousse, la menace n'est jamais loin. Aujourd'hui, de nouvelles drogues voient le jour. Des drogues de synthèse comme le fentanyl, un opiacé très puissant responsable de la mort de 70 000 Américains par an. Les États-Unis sont en prise avec la plus grande épidémie de son histoire. Vous avez peut-être déjà vu les images terrifiantes des rues de certaines villes aux US remplies de gens qui marchent comme des zombies, complètement amorphes voire inconscients. C'est le résultat de l'émergence de ces nouvelles drogues. Des milliers de personnes en quête de bien-être, et parfois à la suite de traitements médicaux mal dosés, se tournent vers ces nouvelles drogues, beaucoup plus faciles à produire, beaucoup moins chères, mais aussi beaucoup plus puissantes et dangereuses. Tant qu'il y aura des consommateurs, il y aura un trafic. Tant qu'une guerre sera menée contre les trafics de stupéfiants, et non contre la cause de leurs usages, nous vivrons dans un univers mafieux et dangereux. Plus on emploie la manière forte, plus ces organisations deviennent dangereuses. Alors pourquoi ne pas changer de solution? Et si on essayait la manière douce? Bon, déjà essayons de comprendre ce qui rend les gens addicts. La substance ou la sensation qu'elle nous procure. Si ce n'était que la substance, on serait probablement tous drogués ou alcooliques. Alors essayons de comprendre comment ça marche. Les drogues et médicaments affectent le système de récompense du corps en se liant aux récepteurs opioïdes du cerveau. C'est la même chose pour les opiacés et les cannabinoïdes. Toute prise de substance affecte notre cerveau dès la première prise. Les endorphines créées par notre corps atténuent les signaux de douleur en se liant aux récepteurs opioïdes. Mais les opioïdes eux-mêmes s'y lient beaucoup plus fortement et pendant plus longtemps. Ce qui les rend très précieux pour la médecine et beaucoup plus efficaces pour traiter les douleurs puissantes comme les opérations que nos endorphines naturelles. Pour ça, on peut vraiment dire merci aux drogues quand elles sont correctement dosées, c'est que sans elles, on ne pourrait pas opérer, on ne pourrait pas endormir et les gens souffriraient toujours autant dans les hôpitaux. Les endorphines, comme la dopamine, sont les hormones de bien-être de notre corps. Elles renforcent notre système immunitaire, nous apportent bonheur, positivisme et anti-stress naturel. Quand un médicament ou une drogue se lie à ces récepteurs, elle déclenche une libération de dopamine, et à forte dose provoque un sentiment d'euphorie, ce qui caractérise une défonce, pour ceux qui ont déjà testé. Avec le temps, le corps commence à diminuer le nombre de ces récepteurs, et à devenir moins sensible à la substance. Pour ressentir les effets, il faut augmenter la dose. C'est là le danger, et c'est pour ça que plus vous consommez quoi que ce soit, moins vous en ressentez les effets. En parallèle, les opioïdes suppriment la libération de noradrénaline qui influence l'éveil, la respiration, la digestion et la pression sanguine. La surdose provoque une forte diminution des fonctions vitales, ce qui entraîne perte de connaissance ou mort dans les cas les plus graves. C'est pour ça qu'en général, les personnes qui essaient de se sevrer et qui, un moment craquent et reprennent une dose, font une overdose parce qu'en fait leur corps s'est réhabitué, les récepteurs se sont redéveloppés, et donc en fait tout d'un coup il y a beaucoup trop de substances pour tous les nouveaux récepteurs. La cocaïne augmente aussi fortement la quantité de dopamine dans notre corps. En gros, s'il faut retenir une chose, c'est que prise de drogue égale forte augmentation de la dopamine, donc de la sensation de bien-être et de bonheur, mais aussi diminution des fonctions vitales. Tant qu'on n'est pas arrêté, on a toujours ces souvenirs qui sont comme des faux souvenirs d'une idylle, de quelque chose de paradisiaque, qu'avec la coke c'était formidable. Maintenant, nos opioïdes naturels sont aussi fortement liés aux processus sociaux.
Les relations sociales entraînent la stimulation des récepteurs de notre cerveau qui libèrent la dopamine. La solitude, en revanche, entraîne une sous-stimulation des récepteurs opioïdes. Sauf que, de ces endorphines, on en a besoin. Pas juste parce que c'est plus agréable de sourire que d'être déprimé, mais parce que notre corps en a vraiment besoin. Du coup, un peu comme si vous le priviez de nourriture, il devient affamé et hypersensible à tout type de nourriture. Si vous avez très faim, vous allez vous jeter sur le premier truc qui ressemble à de la nourriture sans faire la fine bouche. Bah là, votre cerveau fait pareil. Notre cerveau surréagit à tout ce qui peut lui apporter un sentiment de bien-être et de plaisir, de manière complètement exagérée. Si on est incapable de nous lier socialement avec d'autres personnes, par impossibilité, isolement, ou parce qu'un traumatisme nous empêche d'aller vers les autres par exemple, on cherche un substitut. Et les drogues sont l'une des plus puissantes sources de bien-être. L'isolement social crée une douleur, une vraie douleur, qui peut même aller jusqu'à une sensation de douleur physique par manque de gratification. Ce qui mène les personnes à créer un lien avec ce qu'ils peuvent, nourriture, jeux vidéo, drogue, peu importe, du moment que ça leur apporte un peu de bien-être. Pour sortir de l'addiction, on a besoin de rééquilibrer neurochimiquement nos mécanismes de gratification sociale. Sinon, en fait, on reste dans un état de manque. Il n'y a que le partage et le lien avec les autres qui peut nous en sortir. Ça paraît trop simple ? Ok, mais alors venez avec moi, je vous emmène au Portugal, le premier pays à avoir décriminalisé toutes les drogues. Nous sommes en 2000. Le Portugal a le pire problème de drogue en Europe. 1% de la population est accro à l'héroïne, sans parler des autres drogues. Comme tous les autres pays, le Portugal punit, stigmatise, humilie les consommateurs. La répression est dure, mais chaque année, le problème empire. Alors, le Premier ministre prend une décision aussi radicale qu'inédite. Notre approche a été de travailler avec la société dans son ensemble. Et notre démarche était basée sur l'idée que cette crise est un problème de santé publique, un problème social, bien plus qu'un problème de criminalité. Ça ne sert à rien d'aller chercher les jeunes et de les mettre en prison. Ça ne réglera pas le problème. Il décriminalise toutes les drogues. Le crack, le cannabis, l'héroïne, mais, parce qu'il y a un mais, il ajoute une autre mesure. Tout l'argent qui était dépensé pour sevrer les toxicomanes, combattre la drogue, la réprimer, sera désormais utilisé pour reconnecter ces gens à la société. Un programme gigantesque de création d'emplois, de micro-prêts, de réintégration sociale est monté. Pour chaque toxicomane employé, pendant 1 an, une moitié du salaire est payé par l'employeur, l'autre par l'État. Le but ? Assurer que chaque toxicomane ait quelque chose qui le motive, qui le lie à la société et aux autres. Les sanctions que nous pouvons appliquer sont les mêmes que pour toutes les infractions administratives au Portugal. C'est comme conduire sans ceinture ou parler au téléphone au volant. Du point de vue de la loi, la possession de petites quantités de substances illicites, c'est exactement la même chose que ces infractions. Et les sanctions sont les mêmes, c'est-à-dire une amende ou des travaux d'intérêt généraux. À partir de ce moment-là, les toxicomanes ne sont plus considérés comme des criminels, mais comme des malades, dont il faut s'occuper et qui sont soignés. Résultat, en 17 ans, la consommation de drogue a baissé de 70%. Le nombre d'overdoses mortelles a été divisé par 6 et le taux de nouvelles infections au VIH par 18. La politique de décriminalisation a si bien marché qu'aujourd'hui presque personne ne veut revenir à l'ancienne méthode. Je pense que sur le long terme, les évaluations de cette politique sont très bonnes. Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, plus personne ne parle de revenir au système que nous avions avant, parce que nous avons apparemment de très bons résultats. Est-ce que la désintoxication prend du temps ? Oui et non. Ça dépend du contexte. Plus une personne est intégrée dans un environnement social, plus il trouve de sens à sa vie, plus il est facile de se défaire d'une addiction. Trouver un sens dans sa vie, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être vouloir réussir professionnellement, vouloir être là pour les personnes qu'on aime, s'occuper des chiens errants, faire du social, intégrer la société, pouvoir se regarder dans un miroir en étant propre et rasé. Enfin, chacun ses objectifs en fonction de son point de départ.
Il y a une dépendance physique à la drogue, oui, on l'a vu tout à l'heure. Mais les rechutes sont plus dues au contexte et à la vie du consommateur qu'à la substance en elle-même. Pendant la guerre du Vietnam, 20% des soldats américains étaient des gros consommateurs d'héroïne. Les États-Unis craignaient que des centaines de milliers de toxicones envahissent les rues au retour de la guerre. On savait que ces drogues étaient addictives, et vraiment on se préparait au pire. Sauf que contre toute attente, la catastrophe promise n'arriva pas. Sans aller en cure de désintoxication et sans éprouver la moindre sensation de manque physique, 95% des soldats qui consommaient de l'héroïne ont simplement arrêté à leur retour. Oui, comme ça, vraiment, du jour au lendemain, sans se poser plus de questions que ça, ils ont simplement arrêté de se droguer. Retrouver leur famille et une place dans la société leur apportait le bien-être et le bonheur dont ils compensaient le manque sur le front par la consommation de drogue. Quand on est heureux et en bonne santé, on se lie avec les autres. Mais si on veut pas le faire, alors c'est là qu'on trouve des substituts pour nous procurer ce bien-être tant désiré. Encore une fois, ça peut être dû à un mal-être passé. On sait que les personnes qui ont subi un traumatisme sont plus susceptibles de tomber dans la drogue que les autres, ou dans les addictions en général, justement parce qu'ils se sentent coupés ou en décalage avec les autres et qu'ils peuvent avoir du mal à créer des liens. En fait, c'est vraiment une question de puissance du lien émotionnel. Vous pouvez être très entouré physiquement par des gens, travailler, être intégré dans la société, avoir des collègues, de la famille, des amis, mais si émotionnellement vous n'arrivez pas à vous lier fortement avec des gens, c'est là que vous allez éprouver cette sensation de manque ou de solitude. Voilà, il y a plein de gens qui se sentent seuls alors qu'ils sont très entourés, parce qu'ils n'arrivent pas à créer des liens suffisamment forts dus à leur passé ou à d'autres expériences. Aujourd'hui, 7% des Européens déclarent souffrir de solitude. Avec Internet, les réseaux sociaux, les applications, on n'a jamais été aussi connectés et aussi seul à la fois. On n'a jamais été aussi vulnérable à toutes sortes de dépendances. Les drogues, oui, mais aussi la nourriture, les achats compulsifs, le porno, les jeux vidéo, tout ce qui nous procure une dose de dopamine artificielle, un instant de plaisir imaginaire, une sensation d'attachement, d'appartenance ou de bien-être. Les comportements compulsifs ne sont rien d'autre qu'une réaction à la douleur et à l'isolement. Lutter contre les drogues par la répression, cette méthode a déjà été essayée pendant des années, et elle n'a fait qu'empirer les choses. Les réseaux de trafic se réorganisent plus intelligemment, de nouvelles drogues sont inventées, et les toxicomanes, isolés et marginalisés, tombent encore plus gravement dans la dépendance. Le seul moyen de sortir de ce cercle vicieux, encore une fois, c'est de remettre l'humain et de l'humanité au cœur de notre société. De créer du lien social, de lutter contre l'isolement des jeunes, des personnes âgées, des pauvres, ou de tous ceux qui peuvent pas ou n'arrivent pas à redonner un sens à leur existence. Lutter contre la drogue en améliorant le bien-être des citoyens peut paraître bisounours, mais me paraît être un pari gagnant-gagnant, et en fait la seule solution de s'en sortir. Après le Portugal, d'autres pays lui ont emboîté le pas et voient aussi des très bons résultats. En France, selon vous, quelles seraient les prochaines mesures à prendre ? Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.